Lakers Nation, mais qu'est-ce qu'on a encore vécu cette nuit, putain? Qu'est-ce qu'on a encore vécu cette nuit, bordel de nom de Dieu? C'est quel genre de fin de match totalement barré et improbable que les Bulls nous ont offert cette nuit contre les Lakers, sans déconner. Sans déconner. On avait 18 points de retard à 11 minutes de la fin du match. Les Lakers qui ont fait un super taf pendant plus de 2 quarts-temps pour nous ralentir au max, nous sortir du match. On fait un comeback monumental et Josh Giddey qui vient les crucifier au buzzer du milieu de terrain. Un shoot totalement oufissime pour nous foutre le feu au United Center et gagner ce match 119-117. Waouh! Waouh, bro! C'était quoi ce carnage? Mais sans déconner. Sans déconner. Ils nous auront fait vivre des trucs assez improbables hein, tout au long de la saison, en bien et en mal. Mais alors là, wow, celui-ci, non mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Mais au-delà de ce shoot de Josh Giddey, c'est toute la séquence de fin de match qui est totalement what the fuck. Où on bascule dans l'irréel, dans le paranormal, où tu te dis, mais en fait, ce qu'on est en train de vivre, il n'y a pas d'explication rationnelle en fait. Les 30 dernières secondes du match, c'est n'importe quoi. Et ça commence justement par Josh Giddey qui airball un flotteur à 1 mètre du cercle, qui prend main gauche d'ailleurs. Et en fait, je pense qu'il a eu peur du contre de LeBron sur cette action, parce que LeBron est sous le cercle, il monte très haut pour essayer de le contrer. Et Josh Giddey a peut-être peur de ça, et au dernier moment, il se dit, bon, bah, je vais le tenter main gauche, et ça va peut-être au moins ça va éviter le contre. Mais du coup, il a évité le cercle aussi, donc bon. Mais bref, à ce moment-là, il reste une quinzaine de secondes. Les Lakers récupèrent la balle. On fait faute directe sur Austin Reeves pour casser le chrono et récupérer la possession. Il met ses 2 lancers francs. Ça fait 115-110 pour les Lakers. Il reste 12,6 secondes. Remise en jeu de Josh Giddey. Tête de raquette pour Vucevic. Et là, LeBron vient faire prise à 2 sur Vucevic. Déjà là, pourquoi? Tu sais pas trop. Parce que bon, après, c'est vrai que Vucevic, c'est toujours une menace à 3 points, mais il est gardé. Enfin, il y a un mec dessus. Que LeBron vienne faire la prise à 2 sur lui. Pourquoi pas? On prend, ça laisse Patrick Williams tout seul dans le corner. Vucevic, il l'a très bien vu. Il est encore en l'air, il récupère la balle, il donne tout de suite à Patrick Williams. LeBron vient faire le contest, mais il est trop loin parce qu'il est venu faire la prise à 2 sur Vuce. Du coup, c'est trop tard pour lui pour revenir sur P-Will. Boum, le 3 points dans le corner. 115-113. Josh Giddey file la balle à LeBron pour la remise en jeu. Et LeBron lui refile la balle en fait. Hein. C'est parce que cette passe, mais absolument dégueulasse de LeBron James sur la remise en jeu. Là, pour le coup, il a fait son âge, LeBron James. Là, tu sens le poids des 40 ans quand même. Hein. Waouh, parce que là, sur la fin de match, il a été mais totalement à la rue. Donc, il vient d'aller faire une prise à 2 pas franchement utile sur Vucevic. Il est en retard pour faire le contest sur Patrick Williams. Il redonne la balle aux Bulls sur la remise en jeu. Giddey trouve Kobe White. Boum, ficelle à 3 points. Les Bulls prennent l'avantage 116-115. Il reste 6 secondes. Et là, tu te dis méfiance quand même. Parce que, bah, mine de rien, la veille, les Lakers ont gagné au buzzer sur le parquet d'Indiana avec LeBron James, justement. Donc tu te dis, attention, il peut encore se passer des trucs dans ce match. Et effectivement, il s'est passé des trucs de fou furieux. Euh, Remise en jeu pour les Lakers. Austin Reeves qui file au cercle et qui met un lay-up. Pas super bien contesté de la part de Patrick Williams. Enfin bon, bref, ça, voilà. On n'a plus de temps mort. Il reste 3,3 secondes. Josh Giddey fait la remise en jeu, trouve Patrick Williams qui lui redonne dans la course à Josh Giddey qui n'est pas attaqué. Là aussi, pareil, les Lakers auraient peut-être pu, dès la remise en jeu, tu vois, il reste 3 secondes, essayer de l'empêcher de remonter. Et là, Josh Giddey, il a tout le temps, il remonte, milieu de terrain, il est sur le logo. LeBron James se dit, bon, bah, je vais quand même y aller pour faire là. Sur sa tronche. Deuxième shoot en l'espace de 12 secondes sur sa tronche. Et Josh Giddey qui te sort ce buzzer, mais absolument mais invraisemblable. Mais avec super geste, hein, tu vois, il maintient le shoot en bec de cygne, tout ce que tu veux. Le geste parfait. Boum, ficelle. C'est même pas genre ça tape la planche et ça rentre. Il a pas envoyé une prière. Il a pris un vrai bon shoot. Ok? C'est pas genre je la balance et puis on espère. Non. Il a pris un vrai bon shoot. Le geste est propre, l'équilibre et tout. Plein axe. Il arrive lancé parce que personne ne l'attaque. C'est parfait. C'est parfait. De la folie furieuse dans l'United Center.
Shout out mon gars Iron Caballero sur Twitter qui était au match, première fois de sa vie qu'il allait au United Center, enfin qu'il allait à Chicago, qu'il allait voir un match des Bulls au United Center, parce que la veille il était au match des Blackhawks en hockey sur glace. Mais waouh, pour un premier match au United Center, franchement mon gars, bien joué. Super content pour toi, super content pour toute la Bulls Nation, parce que quand je me suis réveillé aujourd'hui, toutes les notifs de tous les mecs qui disaient waouh, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce que c'était que ce match, je viens de me refaire le replay, c'est quoi ce délire? Voilà, c'est pour nous tous, c'est pour nous tous. On a surkiffé. Et franchement, voilà, c'est incroyable. Incroyable, mais quel match. Enfin, le match en lui-même, dans son ensemble, a été un peu compliqué. Et d'ailleurs, ce panier de Josh Giddey, ce buzzer beater du milieu de terrain, il arrive quand même un peu comme une giga délivrance, hein. Il ne faut pas se mentir, on a beaucoup souffert dans ce match-là. Notamment dans les cartons 2 et 3. Parce qu'au premier carton, on était bien, on déroulait. Justement, on s'est dit, les Lakers, ils sont en back-to-back, on va les fatiguer un peu, on met du rythme, on met des paniers, tu vois, assez rapidement enfin, on prend des shoots rapides dans nos possessions. Et ça marche pendant le premier carton, parce qu'on mène 32-22 après 12 minutes. Par contre, derrière, les cartons 2 et 3, les Lakers avaient un plan. Clairement, ils avaient un plan pour éviter de se prendre la même crevée que la semaine dernière, parce que ça fait pas de mal, on va se rappeler ce qui s'est passé la semaine dernière sur leur parquet à Los Angeles, où on a gagné de 31 points, la plus large victoire des Bulls face aux Lakers dans leur histoire, avec Josh Giddey qui a frôlé le quadruple-double ce soir-là. Euh, donc ils n'avaient pas envie de revivre la même chose une semaine plus tard, tu vois. Donc cette fois, Los Angeles, ils arrivent, ils sont revanchards, ils nous ont posé énormément de difficultés, comme je disais, les cartons 2 et 3, ils ont tout fait pour voilà, empêcher les Bulls de développer leur jeu rapide, de casser le rythme, que ce soit par aller provoquer des lancers, que ce soit par eux-mêmes diminuer le tempo du match en prenant avec des possessions où ils prennent bien le temps, et du coup les Bulls, ça les ralentit un peu aussi. Il y a eu pas mal de coupures, d'arrêts de jeu et des très bonnes rotations défensives. Honnêtement, ce qu'ont fait les Lakers, il y a eu d'énormes contests, ils nous ont emmerdés au max. On a galéré, notamment dans le troisième quart-temps où on n'inscrit que 17 points. Et c'est là que le retard s'accumule pour nous et que les Lakers prennent vraiment l'ascendant sur ce match-là. Et on a l'air d'avoir aucune solution face à leur défense étouffante. Même en faisant bien circuler la balle, il y a des rotations qui sont excellentes de la part des Lakers. Tu as toujours un mec en face pour venir faire un contest et tout. Donc ils ont vraiment, sur deux quart-temps, été capables de vraiment nous casser les couilles. Donc crédit à eux pour ça, parce que bah, voilà, ils se sont adaptés par rapport au match de la semaine dernière où à ce niveau-là, ils étaient quand même bien à la ramasse. Et là, vraiment, pendant très longtemps, on a été en grosse difficulté. Comme je dis, seulement 17 points au troisième quart-temps et tu as l'impression qu'on n'a pas de solution. Et puis arrive ce quatrième quart-temps qui est juste hallucinant, où en fait, voilà, encore une fois, il n'y a pas d'explication rationnelle à ce qui s'est passé dans ce quart. Euh, Si ce n'est que, encore une fois, on n'a jamais lâché. À aucun moment on s'est dit, ouais, c'est mort, tant pis, on a Dallas dans 2 jours, on essaiera de les battre eux. Non, on a continué, on a continué, on a continué. Et ça a été le quatrième quart-temps, c'est une folie furieuse. On le gagne, ce quatrième quart-temps, 44-18. Déjà rien que ça. Euh, Après donc avoir inscrit seulement 17 points au troisième quart-temps, on met 27 points dans les 6 dernières minutes du match, ou les 5 minutes 30 de la fin. Sur le quatrième quart, qu'on commence donc à moins 16 et même à moins 18, parce que les Lakers s'inscrivent le premier panier du quart, on est à moins 18, à 93, je ne sais plus combien, parce que j'ai pas le temps de faire les maths là, à 93-65, ouais, 93-65, à 75, bref. 44-18 dans ce quart-temps. On shoot sur ce quatrième quart-temps, après avoir mis 17 points dans le troisième. On shoot à 15 sur 19, dont 11 sur 14 à 3 points. Sur le quatrième quart-temps, 11 sur 14 à 3 points. C'est ce qui nous sauve, l'adresse extérieure sur ce match-là. Donc 3 sur 3, là je parle juste sur le quatrième quart-temps, 3 sur 3 pour Kevin Huerter, 2 sur 2 pour Patrick Williams, dont celui dans le corner qui débute le truc de ouf. 4 sur 5 pour Kobe White, qui a inscrit 15 de ses 26 points dans le quatrième quart-temps et qui a été à l'origine du comeback, parce que c'est lui, en fait, quand on est à moins 18 à 11 minutes de la fin, il inscrit 11 des 14 points suivants avec 3 paniers à 3 points, un drive, etc. Il a été énormissime. Kobe White, il a lancé le comeback. Kevin Huerter a été énorme aussi. Josh Giddey, évidemment, monumental, avec un nouveau triple-double, son 5e de la saison, on va y revenir. Et il y a deux autres joueurs
que je veux évoquer, c'est 2 benchers qui ont été décisifs, qui ont été excellents. Le premier, c'est Patrick Williams. Parce que, ok, 11 points, 4 sur 8, 2 sur 4 à 3 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, un 3 points clutch, comme on a dit, à 12 secondes de la fin. Et défense solide tout le long, que ce soit sur LeBron, que ce soit sur... parfois, il y a eu des mismatchs. Il a été très, très, très solide, hyper impactant, agressif en attaque, que ce soit voilà, plein de drives pour soit aller marquer lui-même en lay-up, soit pour ressortir la balle et trouver notamment Collins. Et Collins, justement, c'est l'autre joueur que je veux mettre en avant sur ce match-là. Parce que à Denver, lundi, pour terminer le road trip, c'est Jalen Smith qui a beaucoup plus joué que Collins et qui a été excellent. En 15 minutes, il avait mis 14 points et 9 rebonds. Et là, c'est l'inverse. Jalen Smith n'a pas du tout joué hier soir. Collins, excellent. 10 points, 5 sur 5 au shoot. Il a profité de sa taille pour s'imposer près du cercle, faire des hustle plays, une défense physique. Voilà, il a bousculé des types, il a fait des contests. Peu importe qui est le backup de Vooch, d'un soir à l'autre, ça change. Un coup, c'est Jalen Smith, un coup, c'est Zach Collins. Mais peu importe lequel est là, il fait le taf. Il y a de la production, il y a de l'impact. C'est propre. C'est très, très propre. Et les deux semblent avoir un peu accepté ça, que voilà, c'est chacun son tour. Un soir, c'est toi, un soir, c'est moi. Et voilà, il y a un vrai état d'esprit voilà, de se dire, ok, ce soir, c'est pas moi, c'est toi. Mais voilà, vas-y, fais le taf et fais ce qu'il faut pour qu'on aille gagner ce match. Et c'est très très propre. Et c'est un des trucs à mettre au crédit de Billy Donovan qui devrait pas être loin d'obtenir la récompense de coach du mois au mois de mars, hein. Je pense que s'il l'a pas, il sera pas loin quand même. Parce que, voilà, comme on l'expliquait dans la dernière vidéo, les modifications qu'ont fait les Bulls depuis la deadline sur le plan offensif, sur le plan défensif, l'état d'esprit de l'équipe, euh, les rotations, il y a plein de choses qui sont mettre au crédit de Billy Donovan. Et voilà, il y a suffisamment de fois où, quand il fait de la merde, on dit mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, quand il fait des trucs bien aussi, lui et son staff, il faut le dire aussi. Et là, Billy Donovan, bah voilà, en ce moment, il est bien inspiré et il mérite qu'on parle de lui. Parce que voilà, quand tu gagnes 9 matchs sur 11, c'est pas juste les joueurs qui sont, qui sont extraordinaires, puisqu'il faut aussi qu'ils soient mis dans les conditions pour être extraordinaires. Et ça vient du coach et du coaching staff. Et donc, ils ont fait un excellent boulot à ce niveau-là. On a très bien vu, voilà, depuis qu'ils sont arrivés, Kevin Huerter, Trey Jones, Collins, ils ont un super impact. Depuis le trade de Zach LaVine, il y a plus de liberté pour d'autres, il y a une manière de jouer qui est différente. On l'a expliqué dans la dernière vidéo. Donc voilà, allez voir la dernière vidéo pour voir un peu des explications détaillées et chiffrées qui montrent un petit peu comment on a évolué sur le plan offensif, sur le plan défensif depuis les 10 derniers matchs, mais aussi depuis la deadline tout simplement. Si j'étais un peu tatillon, et je le suis un peu parfois aussi, hein, je dirais qu'on s'en sort quand même vraiment bien, parce que les 6 dernières minutes où Vucevic revient sur le parquet, alors que Collins était excellent défensivement, et on passe notre temps à switcher de manière mais systématique, et tu te retrouves avec Vooch à 7 mètres du cercle, à essayer de défendre un contre un sur Lucas ou sur LeBron. On s'en sort bien quand même, hein. Heureusement que LeBron et Lucas, ils ont quand même balancé quelques briques et qu'on a sécurisé les rebonds derrière, parce que je suis pas certain que c'était la meilleure méthode à adopter sur ce moment-là, mais on s'en sort très très bien. Il y a eu d'ailleurs une séquence où Vucevic met un énorme contre sur LeBron qui partait au cercle, transition, 3 points ouverts pour Vucevic qui rentre, et derrière on enchaîne quoi. Donc ça a marché, ça a marché. Encore une fois, je sais pas si c'était ce qu'il fallait vraiment faire, mais ça a marché. Donc, ma foi, on va prendre. On va prendre. Mais voilà, super, super victoire. Encore une fois, la 9e en 11 matchs. Et encore une fois, crédit aux Bulls pour pas avoir lâché, une fois de plus. Parce que mine de rien, c'est la 7e fois cette saison que les Bulls ont un retard d'au moins 17 points qu'ils arrivent à rattraper et ensuite ils gagnent le match. C'est la 7e fois de la saison qu'on rattrape 17 points de retard ou plus pour gagner. Toute la liste de tous ces comebacks dans l'histoire des Bulls de 17 à plus, le maximum, enfin le record dans l'histoire des Bulls, c'est arrivé 2 fois, on a rattrapé 25 points de retard pour gagner un match. Ils sont tous listés sur mon site. Voilà. Je mets, à chaque fois dans la description de la vidéo, je mets un lien sur le site. Il y a un onglet, les plus gros comebacks de l'histoire des Bulls. Voilà, de plus 17 à jusqu'à plus 25. Ils sont tous répertoriés. Et il y en a 7, rien que pour la saison en cours. Donc tu peux encore en avoir d'ici la fin, on ne sait jamais. Josh Giddey, qui signe son 5e triple-double de la saison.
il n'y a que Michael Jordan, dans l'histoire des Bulls, qui a réussi plus de triple-double sur une seule saison. Là aussi, sur le site, liste complète, du premier au dernier, tous les triples-doubles de l'histoire des Bulls, dans l'ordre chronologique, qui les a fait, quel stat, etc. Donc pareil, ça se trouve sur le site. Et Josh Giddey a également inscrit le 39e buzzer beater de l'histoire des Bulls pour la gagne. Parce que bon, tu peux mettre des buzzer beaters au premier quart-temps, au deuxième quart-temps, ou même des buzzer beaters et ça suffit pas pour gagner le match. Non, les game winner, buzzer beater, il y en a eu 39 dans l'histoire des Bulls. Et devine quoi? Eh oui, ils sont tous répertoriés du premier au dernier sur le site. Il y a une mine d'infos sur ce site, c'est incroyable, je me demande qui l'a fait. Enfin bref. Tout est disponible sur le site, ça a été mis à jour, c'est tout, voilà, tout est là. Tout est là. 39 buzzer beaters pour la gagne dans l'histoire des Bulls. Et c'est le premier United Center depuis décembre 2016 avec Jimmy Butler qui en avait mis un face aux Brooklyn Nets à l'époque. Depuis, il y a eu d'autres buzzer beaters. On se rappelle évidemment des 2 en 2 soirs de DeRozan. C'était tout à l'extérieur. Le dernier en date, avant celui de Josh Giddey hier, c'était Ayo Dosunmu sur le parquet d'Atlanta. Donc pareil, c'était à l'extérieur. Mais voilà, ça faisait 9 ans pratiquement qu'on n'avait pas eu un buzzer beater au United Center. C'est tombé hier soir grâce à Josh Giddey du milieu de terrain. Donc extraordinaire. Et pour revenir sur Josh Giddey, donc, qui vient donc de signer un nouveau triple-double, un buzzer beater du milieu de terrain, et encore un match ultra complet. Donc, si on bat Dallas samedi, là on est vendredi, hein, je vous l'annonce, demain on reçoit Dallas. Si on les bat, on est à 3-0 sur la semaine. Ça sent pas Josh Giddey joueur de la semaine à l'Est, là? Après que Kobe White en ait gagné 2 de suite. Ça serait 3 Bulls de suite qui gagnent le titre de joueur de la semaine. Et en plus, s'il est désigné joueur de la semaine lundi, le soir même, on est à Oklahoma. Est-ce qu'on se rend compte du narratif de malade quand même? Josh Giddey qui ferait son premier retour à Oklahoma City depuis qu'il a été tradé aux Bulls et qui se pointe sur le parquet en étant joueur de la semaine à l'Est. Ce serait quand même assez délirant, mais je le vois parfaitement arriver. Franchement, si Josh Giddey sort encore un gros match demain contre Dallas et qu'on gagne ce match, qu'on est à 3-0 sur la semaine et que Josh Giddey, ouais, oui, Josh Giddey joueur de la semaine. On est vendredi, je te l'annonce, lundi, ça peut très très bien tomber. Ça peut très très bien tomber. Hein. Parce que ouais, semaine en 3-0 si on bat Dallas, plus buzzer beater et triple-double contre les Lakers, ça sent bon, ça sent bon. Donc avant ça, évidemment, il faut battre Dallas samedi soir. Cette équipe de Dallas qui vient de battre Orlando cette nuit, ce qui nous arrange particulièrement, puisque du coup on se rapproche d'Orlando au classement, on est à 1,5 victoire derrière eux. Et il faut... quand tu regardes la lutte des équipes pour le play-in, 7, 8, 9, 10, ça se tient tout en 3 victoires. Ça se tient tout en 3 victoires. Parce que hier soir, Miami a battu Atlanta. Miami 10e qui a battu Atlanta 7e. Du coup, ils se rapprochent aussi. C'est très, très, très serré. Tu ne sais pas encore comment ça va se passer. Mais à l'heure actuelle, là, le classement maintenant, Atlanta est 7e de l'Est avec 35 victoires, 38 défaites. Orlando est 8e avec 35 victoires, 39 défaites. Nous, on est 9e avec 33 victoires et 40 défaites. Miami est 10e avec 32 victoires, 41 défaites. Ça se tient tout en 3 victoires. Entre Atlanta 7e et Miami 10e. Tout peut encore se passer. On a le tiebreaker sur Miami. Et sachant qu'on les joue encore d'ici la fin de saison. On a le tiebreaker contre Orlando. On a fait 2 victoires, 2 défaites face à Atlanta cette saison. Tout est possible. Tout est possible. Tout peut encore se faire. L'écart est trop minime. Et il reste encore une dizaine de matchs pour à peu près toutes les équipes. Un petit peu moins maintenant. 8-9 matchs suivant les équipes. Même finir 7ème, pourquoi pas? Avec la dynamique qu'on a actuellement, en ayant gagné 9 matchs sur les 11 derniers. Tu sais jamais, Atlanta, s'ils foirent un match ou deux par-ci par-là, j'ai pas regardé leur calendrier, s'ils affrontent des grosses équipes ou quoi. Mais par exemple, leur prochain match, c'est dimanche à Milwaukee. Va savoir, sachant que avant ça, donc nous, on joue Dallas samedi. Dans le même temps, Orlando, ils reçoivent Sacramento. Donc si jamais les Kings veulent aller gagner à Orlando, si Demar et Zach LaVine veulent nous faire cette fleur d'aller battre le Magic là-bas, parce que ça les avantage aussi pour eux pour le play-in. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On sait jamais. Ça se trouve, là, on va faire une vidéo prochainement en disant, hé les gars, on est on est à ça de la 8ème, voire de la 7ème place. Va savoir, va savoir. Miami, donc eux, ils se déplacent à Philadelphie pendant
pendant que nous, on reçoit Dallas demain soir. Donc il n'y a pas de match qui nous concerne ce soir. On va souffler un peu et se remettre de nos émotions après le match absolument dingo qu'on a vécu cette nuit. Et puis voilà, samedi, on joue, Miami joue, Orlando joue, et ensuite Atlanta joue dimanche. Donc à voir comment ça va se dérouler un petit peu pour tout ça. Est-ce qu'on va récupérer... alors, je voulais terminer avec des news concernant Lonzo Ball. Parce que du coup, il était censé revenir pendant le road trip. Lui-même avait dit on se retrouvera pendant le road trip. Au final, il est resté à Chicago tout le long pour soigner son poignet. Il a repris les entraînements, mais lui dit qu'il a besoin d'encore une semaine avant de revenir. Qu'il aura malgré tout une douleur au poignet, quoi qu'il arrive. Hein, ce sera persistant jusqu'à la fin de saison. Il aura besoin de plus de repos pour ça. Va savoir s'il n'aura pas besoin d'une opération à ce rythme-là, parce que bon. Mais toujours est-il que lui a annoncé une fois qu'il a retrouvé ses coéquipiers et qu'il a fait des entraînements avec eux depuis mardi que voilà, il avait besoin d'une semaine. Donc peut-être qu'il reviendra le 4 avril, la semaine prochaine, face à Portland. À voir, à voir. D'ici là, on va voir comment ça évolue pour lui. Ce qui est sûr, c'est que là, bah, on est sur une série absolument monumentale. Et je sais vraiment pas quand va être la prochaine vidéo. J'avais dit, on va laisser passer les 2 matchs là contre les Lakers et contre Dallas, mais après une dinguerie comme hier soir, t'es obligé de faire une autre vidéo. Donc voilà, je sais pas. La prochaine vidéo, après la prochaine dinguerie que les Bulls vont nous proposer. Parce que peut-être que Dallas, on va leur mettre un buzzer beater aussi. On sait pas avec ces Bulls. Ce qui est sûr, c'est que c'est méga fun. Que tout le monde prend un plaisir incroyable à regarder cette équipe depuis 4, 5, 6 semaines maintenant. Et voilà, à juger par les réactions sur Twitter quand je me suis levé, tout le monde qui était hyper content, voilà, comme je disais, tout le monde qui était affolé, j'ai dit, qu'est-ce qu'on a vu, c'est quoi, je viens de me faire le replay, c'est ouf et tout. Voilà, on est dans le moment, on kiffe et c'est génial, tout le monde est vraiment voilà, au top. Donc franchement, on mérite de vivre des trucs pareils. Donc voilà, et ce qu'il faut juste, c'est kiffer le moment, pas se dire qu'est-ce qu'on va faire cet été, les contrats de machin, et j'ai pas envie de parler de ça, on s'en branle, on verra ça à ce moment-là. Là pour l'instant, c'est kiffer le moment, et le moment c'est qu'on vient de mettre un buzzer beater du milieu de terrain contre les Lakers. Elle est pas belle la vie? C'est magnifique, c'est magnifique. Kiffons ensemble, et à la prochaine dinguerie, on se retrouve très très vite. Allez, profitez, et à très bientôt. Go Bulls les gars, go Bulls, go Bulls.